Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un auteur, compositeur, chanteur dont on fredonne toujours les chansons. Si je vous dis Le Gitan, Mon Vieux, vous avez déjà trouvé, et bien sûr, La Tendresse. La tendresse, la tendresse, la tendresse. Ça fait toujours quelque chose d'entendre ça. Daniel Guichard, merci d'être avec nous. Bonjour. C'est un plaisir. Il y a une ambiance dans votre studio, il y a une ambiance très particulière, très agréable et très sereine. Qui convie à la tendresse. La tendresse, tout est dit, mais en réalité, je crois que c'est un sentiment qui manque, que l'on reçoit quand on écoute les mots, on dit « Oh, c'est oui, la tendresse. Ah oui, mais c'est vrai qu'un petit peu par-ci, un petit peu par-là, c'est sympa parce que tout est violent, heurté, pressé, et on n'a pas le temps ni de vivre, ni de regarder les gens, ni de leur sourire. » C'est important, la tendresse. Oui. Chanson écrite en 1970. 70, oui. Pour Mireille Mathieu au départ. Non, initialement, Patricia Carly avait écrit cette chanson, elle avait fait la musique, elle avait fait faire des paroles par un monsieur qui s'appelait Michel Ferrière, je crois, qui était charmant, et ils avaient fait un très beau texte pour Mireille Mathieu, et Johnny Starr, qui s'occupait de Mireille Mathieu, a dit non, j'en veux pas. Moi, on me l'a refilé. Et on m'a dit, ça c'est un tube. C'est vrai que ça sonnait, bon moi c'est bizarre, mais les paroles c'était pas ça. Parce que quand on écoute la chanson aujourd'hui, elle est très explicite, très claire. Mais les paroles de l'époque, c'était « La tendresse, c'est tout d'abord un léger fil qui se balance au gré du vent entre deux cœurs. » C'était chiant. Et on m'a proposé ça, j'ai dit non, je ne peux pas chanter ça. Mais en fait, tu fais ce que tu veux. Alors j'ai tout viré et j'ai gardé le refrain « La tendresse ». Voilà. Et on connaît le succès que ça a eu. Ça a eu, mais ça a mis du temps. Hein. Vous savez que ça. Pas tout de suite. Non, la chanson a été mise en radio et mon accent titi parisien devait un peu agacer les gens parce que j'avais fait un disque qui n'avait pas du tout marché avant. Et ça a mis presque 6-8 mois. Et à l'époque, dans les discothèques, pendant l'été, les gens dansaient. Alors, la tendresse a beaucoup fonctionné pendant l'été. Et à partir de septembre-octobre, on a commencé à parler de cette chanson et de moi. Oui. En tout cas, je vous souhaite le même succès pour le titre qui vient de sortir, oui. Votre nouveau titre. Ça faisait quelque temps, oui. Un matin sur la Terre. C'est le premier titre de l'album que vous êtes en train de composer. Je suis en train de faire, oui. Je vous propose de l'écouter. Partager les jours, les nuits, inventer une autre vie, lutter quand tout s'en va, sans jamais baisser les bras, être libre ou enfermé, pour mieux vivre en société. Les idées parfois s'enchaînent, juste un peu pour mieux se trouver. Un matin sur la terre, quand la peur s'en ira, Un matin sur la Terre, votre nouvelle chanson. Oui. Est-ce que vous avez déjà la composition du reste de l'album? Non, parce qu'en réalité, si vous voulez, l'actualité, les choses évoluent tellement rapidement, tellement pas bien souvent, que je ne me sens pas du tout léger. Il y a des chansons que j'ai pu faire qui sont... On regarde les oiseaux dehors et puis on écrit des petits trucs. Et là, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de malhonnêteté. Il y a des mots qu'on ne prononce pas, comme la corruption et comme le reste. Et toutes ces choses qui sont sous-jacentes font qu'effectivement, avoir des endroits où on peut avoir une forme de lumière
pour se rattacher à quelque chose, c'est bien, parce que là, tout est brumeux, tout est pas bien. Donc les chansons, elles seront toujours souvent le contre-pied de ça. Il ne faut pas être... Elles sont nées d'un contexte. Celle-ci est née d'un contexte. Cette chanson, elle est dans ce contexte. C'est-à-dire que moi, j'attends avec une impatience réelle que l'hypnose, l'auto-hypnose se termine pour beaucoup de gens qui ne savent pas quoi penser. Vous mettez la maladie, vous mettez ne faites pas la bise à grand-mère, vous mettez toutes ces choses-là, vous ne savez plus où vous Ça vous a beaucoup marqué, ce confinement, le Covid? Ah, c'est terrible. Le Covid en lui-même, c'est une grosse maladie. C'est sûr qu'il faut prendre ça au sérieux. Toutes les maladies. J'ai eu la grippe il n'y a pas longtemps, je me suis fait 40 et des poussières. C'est pas joyeux, mais tout doit être pris au sérieux. De là à mettre sous auto-hypnose des pays entiers, des foules entières, des centaines de millions de gens, bon, c'est un peu inquiétant. 1984 est archi dépassé. Le meilleur des mondes est archi dépassé. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rêver mieux. On peut être complotiste, on peut être conspirationniste, on peut dire tout ce qu'on veut. Les films, les films de science-fiction et d'horreur qu'on a pu voir sont dépassés. Moi, les bouquins que je lisais de science-fiction quand j'avais 15 piges, mais c'est terminé depuis tellement longtemps. On en est loin. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien d'innocent dans ce qui s'est passé. Je ne parle même pas des fondements, juste, je m'en fous, c'est pas la question. C'est qu'est-ce qu'il en reste? Il reste des séquelles au niveau humain terribles pour les gens seuls, pour les gens inquiets, pour les gens qui ont un certain âge et qui se disent on n'est pas pressé de mourir. Bah, certes, personne ne l'est vraiment. Et puis, il y a eu tellement de données vraiment balancées dans la nature comme ça, sans qu'on dise un jour, allez, c'est fini, on arrête, vous n'ayez plus peur, vous pouvez vivre normalement. C'est fini, on ne peut pas vivre normalement. J'ai pris un exemple il n'y a pas longtemps, excusez-moi, j'étais sur Quiberon, sur la côte sauvage, il y avait du vent, les vagues, tout ça, c'était bien, et il y avait un monsieur qui se promenait avec un masque. Je ne veux pas dire qu'il avait tort, il n'était pas ridicule. C'est-à-dire, on lui a tellement dit qu'il fallait faire attention que même les mouettes pouvaient lui refiler le Covid. C'est ça qui est inquiétant. Alors, cet album que vous êtes en train de constituer, il aura cette teneur-là? Il sera aussi acide et acerbe que les mots que je viens de vous prononcer. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les essentiels de la vie, c'est d'abord la liberté. La liberté, on respecte les autres, mais c'est la liberté de savoir qu'on respire, on peut dire, on peut faire, que les gens n'essaient pas de vous écraser absolument par l'argent, par les combines, par la corruption, par tout ce que vous voulez. Ça sera le titre de l'album? J'en sais rien. Vous savez pas encore? Peut-être qu'on ne sera pas très loin de tout ça. Et puis, il y a une deuxième chose qui est quand même importante, c'est il faut essayer de se trouver des pensées qui contrebalancent toute cette malhonnêteté. Parce que c'est une malhonnêteté totale. Vous avez vraiment eu envie d'écrire là-dessus? Je suis en train. De composer là-dessus? Des fois, ça sera marrant. Ouais. Des fois, ça sera cynique. Des fois, ça sera vachard. Il y a d'autres choses, là, vous pouvez nous en dire un peu plus? Pas encore, oui, bah non. Je ne peux pas. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont pas très très loin, qui vont être assez rigolotes. Donc pas toujours dans la tonalité qu'on a entendue chez Daniel Guichard. Non, parce que vous savez, vous pouvez dire des choses marrantes sur des choses terribles. Sur des choses terribles. Parce qu'en réalité, il ne faut pas essayer de traiter 12 sujets dans une chanson. Vous en cherchez qu'une. On a parlé de la tendresse, ben vous ne pouvez pas écrire 50 choses. Vous parlez de la tendresse, c'est bien. Vous parlez de l'émotion, vous parlez de l'amour, vous parlez de la guerre, vous parlez de Dieu, vous parlez de ce que vous voulez. Mais prenez un sujet et essayez de l'exploiter un peu intelligemment. Si vous voulez parler de plein de choses autour de ces sujets, mais vous lassez, c'est trop compliqué. C'est vrai que vous avez écrit sur votre site internet et aussi sur vos réseaux sociaux qu'en ce moment, vous aviez vraiment envie d'écrire et de composer, et que l'interprétation, c'est pour plus tard, même si bien sûr on va en parler de votre tournée, parce que vous comptiez reprendre les classiques, Brel, Piaf, Ferrat, vous allez sans doute reprendre, mais en ce moment, c'est vraiment un moment de création. Oui, parce que en ce moment, je suis pas quelqu'un qui lève le poing en disant j'ai raison, suivez-moi. Non, je sais pas. Moi, je regarde la vie telle qu'elle est, je vous exprime ce que je ressens. Si ça vous plaît, c'est bien, mais si ça vous touche pas, c'est pas grave. Je suis pas un militant absolu, parce que je suis pas persuadé d'avoir raison. J'ai certainement un éclairage qui est le mien, bon, mais j'ai sûrement pas raison. Mais je suis certainement pas un expert de plateau, ni en médical, ni en politique, ni en géopolitique, ni en santé. Votre dernier album, c'était il y a 10 ans?
Ouais. C'est ça? C'est notre histoire. Notre histoire, 2012. Oui, mais vous savez, j'ai la chance... Vous prenez le temps? Oui, mais j'ai la chance d'être autonome. Je fais ce que je veux depuis 1974. Je produis mes disques depuis 1974. Le show business, le métier, les radios, la télévision, tout ça a évolué, pas en bien, mais a évolué. Et c'est moi qui paye ce que je fais. Donc je sais que ça ne sert à rien de dépenser des fortunes sur des bonnes chansons qui ne passeront jamais en radio et que le public et les spectateurs ne connaîtront pas, sauf s'ils viennent au spectacle. Quand je fais des tournées, eh bien, il y a des chansons que j'essaye, elles marchent bien, je les améliore, je les fais et je les enregistre un jour. Mais en réalité, on ne peut plus faire ce qu'on faisait il y a 30, 40 ans. On fait un album, on fait des chansons et puis on les présente au public. Aujourd'hui, non, ça passe même pas en radio, ne perdez pas de temps. Comment vous avez fait là pour Un matin sur la Terre? Je me suis amusé à la faire. J'ai un copain avec qui on a fait des images, puis on s'est dit, ben voilà, on va la diffuser, on s'amusera. Mais j'ai l'avantage, si vous voulez, je suis producteur et distributeur. Les gens qui s'intéressent disent le disque. Mon épouse gère tout ça et elle a un nombre incalculable de gens qui demandent mais comment on peut acheter le disque? On peut pas, on peut le télécharger si vous pouvez avoir soit la version audio soit la vidéo, vous pouvez la télécharger et on l'a mise sur YouTube dans les réseaux puis ça va très bien comme ça. Vous êtes complètement connecté aujourd'hui? Vaut mieux, oui. Oui, vaut mieux. Oui, oui. Alors votre actualité, c'est également la tournée. C'est surtout la tournée. C'est surtout la tournée. C'est le 2023. Voilà, le Rex. Avec, et la tournée derrière. Alors partout en France, il y a Orléans, Bourges, etc. Oui, et le Grand Rex, le 8 janvier, voilà. Notez-le dans vos tablettes, Daniel Guichard au Grand Rex. Ah oui. Avec un tour de chant. Ça commence le 8 janvier, dimanche après-midi. Alors, dites-nous un petit peu ce qu'il y aura dans... C'est-à-dire que dans le spectacle. D'abord, il y a les incontournables, si vous voulez. J'ai rien inventé et je crois qu'il faut respecter avant tout les spectateurs qui m'aiment. Les autres, je ne les connais pas. Donc, s'il y a quelques curieux qui veulent voir à quoi ça ressemble, ils sont les bienvenus. Il y a beaucoup de fidèles. C'est toujours. Oui. Écoutez, on va être honnête. Mais des générations aussi. C'est très, très marrant parce que la génération qui est la mienne a entre 70 et 85 ans. Voilà, c'est ceux qui m'ont découvert quand j'avais 20 ans. Ils en avaient 15 ou ils en avaient 30, mais peu importe, la tendresse, c'était quand même en 70. Donc voilà, ça nous fait 52 ans. Donc si vous êtes dans ce créneau-là, vous avez des gens qui m'aiment bien, qui me suivent depuis 50 ans. Et puis, ils ont leurs enfants qui ont 30 ans de moins, 25 ans de moins. Donc ceux-là, ils me suivent depuis 25-30 ans. Et puis ils ont eu le Gitan, parce que le Gitan, c'est le dernier succès que j'ai fait il y a 40 ans. 40 ans. Ça fait quand même un moment. Alors je me pose la question de me dire, si les gens viennent, c'est qu'il y a d'autres raisons que les chansons. Les chansons, ils viennent les écouter. Mon vieux, le Gitan, je t'aime, tu vois, je lui ai pas de pareil d'amour, chanson pour Anna, enfin, ce n'est pas à Dieu que j'en veux aussi. Chanson pour Anna, c'était pour Anne Frank. Pour Anne Frank. Si vous voulez, il y a des chansons que je chante comme ce n'est pas engagées, à Dieu. Comme celles qui vont, que vous êtes en train de composer en ce moment. Ça sera beaucoup plus, ça va faire beaucoup plus de vagues. Mais il y a des chansons, j'ai une chanson que je chante qui n'est pas une contestation, qui est Ce n'est pas à Dieu que j'en veux. C'était la chanson qui était de l'autre côté de Je t'aime, tu vois, 74. Oui. Et je comptais en parler tout à l'heure. Voilà, mais allez-y. On en parlera tout à l'heure avec plaisir. Eh bien, il n'est pas concevable de ne pas chanter le tour de chant sans que cette chanson soit là. Il n'est pas concevable. Et ça va faire quand même 50 ans bientôt que je la chante. Et elle s'est améliorée, comme mon vieux, comme le reste. Et les gens qui viennent, les spectateurs qui viennent parce que je suis comme je suis, parce que je vous parle comme je vous parle, et qui ne sont pas déçus par ma façon d'être dans la vie. Mais ce n'est pas pour le dernier tube, parce que le dernier album, vous en avez parlé, c'était 2012. Il y avait de très belles chansons. Il y en a quelques-unes que je chante sur scène, comme Reste. Et bon, il y a des nouvelles chansons qui vont arriver. Mais il y aura la nouvelle chanson de votre tournée. Oui, parce que déjà, si vous parliez tout à l'heure d'Un matin sur la Terre, il y a, si j'avais su une chanson que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur les erreurs qu'on peut commettre en faisant de la peine aux autres, et puis il y a des nouvelles choses. Il n'y aura pas 25 nouvelles chansons, il y en aura peut-être 6, 7, 5, on ne sait rien. Il y aura des chansons, vous citiez tout à l'heure d'autres artistes comme Piaf, comme Brel, comme tout ça, toujours parce que j'adore. Et je réécoutais il n'y a pas très longtemps une chanson que j'avais enregistrée de Piaf, Je ne regrette rien. Je crois que je vais la mettre autour de chant, celle-là aussi. J'avais à peine effleuré il y a une trentaine d'années, mais je vais la chanter parce qu'elle est trop belle. Le titre de cette tournée, c'est Si c'était à refaire. Oui. Donc si c'était à refaire, je referais presque tout pareil. Ou pas tout pareil. Alors non, je ne ferai pas tout pareil. Parce que, si vous voulez, refaire les mêmes erreurs et les mêmes choses positives m'amènerait devant vous.
Si je faisais différemment, j'y serais pas. Donc j'aurais pas le plaisir de vous rencontrer. Mais en plus, quel aurait été mon destin, j'en sais rien. Donc le cheminement que j'ai suivi, les erreurs que j'ai commises, les choses positives que j'ai faites, les réussites que j'ai eues, m'ont amené là. Je ne changerai pas grand-chose. Il y a juste la psychologie de mes relations avec les gens que j'aime et qui m'aiment. D'ailleurs, j'aurais évité de leur faire de la peine. Parce que là, des conneries de ce côté-là, j'en ai fait quelques-unes. On va peut-être en parler un petit peu. Oui. Je vous propose d'aborder la deuxième partie. Je vais m'éclipser, vous restez là. Et je vous propose 4 mots. À vous de nous les éclairer. Daniel Guichard. Entendu ? Ça marche. À tout de suite. À tout de suite. Ça va, Daniel? Pour l'instant, ça va. Depuis tout à l'heure? Très bien. Allez, je vous propose mon premier mot, bon, qui va vous sembler assez familier, c'est le mot Paname. Ah, Paname. Et vous voulez que je développe ce mot? Ce qu'il vous inspire, ce qu'il vous rappelle, voilà, il m'inspire beaucoup de choses. D'abord, il m'inspire un côté démodé, parce que c'est d'abord le titre d'une chanson que j'avais écrite en 68-69, Le Paname de mes 10 ans. C'était une terminologie argotique qu'on avait pour décrire Paris, mais ça paraît tellement désuet, tellement démodé, que Paname ne veut plus rien dire. D'ailleurs, le Paris d'aujourd'hui ne veut plus rien dire. C'est une ville magnifique, très belle, très moderne, mais qui a tellement peu de rapport avec ce qu'on pouvait imaginer, ce que je pouvais imaginer quand j'étais gosse. En 67, vous chantiez aussi « C'est parce que je suis né à Paname ». Oui. Vous aviez que 18 ans. Oui. Alors c'est vrai, vous êtes un gars de Paris, vous avez grandi dans les titi, Halles, un titi, un parigot, un poulbeau, qu'est-ce que vous exact. préférez? Le titi parisien est quelque chose qui me correspond très bien, oui. Mais parce que j'étais effectivement, quand j'étais môme, on jouait dans la rue et j'étais né dans le quartier des Halles, j'ai toujours vécu là-bas. C'était quelque chose de très particulier. Je travaillais aux Halles quand j'étais gosse, je travaillais aux Halles quand j'avais 14 ans, je faisais les cours des Halles pour les périodes après les classes, avant les vacances. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui est un petit peu le langage, la façon d'être. Mais c'est quelque chose qui s'est perdu, qui n'existe plus. Les rues comme celle où j'allais, rue Rambuteau, la rue Beaubourg, et aujourd'hui c'est le centre Pompidou, mais c'était là où j'allais livrer les légumes dans les camions des grossistes. Oui. De la nostalgie quand vous parlez de ça? Aucune nostalgie, j'ai aucune nostalgie. Je ne regarde pas dans le rétroviseur. De temps en temps, ça me fait marrer quand je regarde derrière moi. Et je me disais qu'effectivement, il y a des endroits qui bougent, qui changent. Les rues de Paris où j'habitais, à part les écoles, les lycées qui n'ont pas trop bougé, parce que c'est des grands bâtiments, tout le reste a bougé. J'ai pas de nostalgie là-dessus, non, je m'en tape. Je m'en fous, c'est pas grave. Vous êtes un titi parisien, vous le dites, de s'en mêler quand même. Avec un père breton et puis une mère polonaise, ukrainienne et russe, je n'abuse. Oui, de ce côté-là, le cocktail est assez sympathique. C'est-à-dire, quand le général de Gaulle parlait de l'Europe qui allait de la Bretagne à l'Oural, j'ai un peu travaillé de ce côté-là. Ma mère et mon père ont fait ce qu'il fallait. Ma mère est née en Pologne, dans une région qui est devenue ukrainienne aujourd'hui. Mon père était breton, il a été fait prisonnier de guerre à Dunkerque, elle a été déportée, ils se sont rencontrés, ils sont venus en France tous les deux, et je suis là, voilà. Et vous vous sentez d'où? Moi, je me sens de Paris, je suis très parisien, j'adore la Bretagne, j'adore Quiberon. Je suis un peu slave dans ma façon d'être, pas fataliste, mais vous savez, il y a des éléments contre lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Bon, dans ces cas-là, on les prend. On peut lutter contre, on peut pas, on se laisse emporter, et puis ça ira très bien. Il y a un moment ou un autre, on va se rattraper à une branche. Un peu slave et un peu sanguin? Le gitan, c'est un peu je vous? Je suis de moins en moins, mais ça arrive de temps en temps que je sois un peu sanguin, oui. Mais c'est-à-dire que je pique de moins en moins de rogne, mais ça m'arrive, oui. Vous étiez connu pour ça, un peu querelleur? Le gitan, non, pas querelleur. Non, je cherche pas la castagne. Moi, en règle générale, si c'est vraiment j'ai affaire à des bourrins, je m'en vais. Oui. Mais bon, ça arrive que vous soyez coincé contre un mur, et c'est comme les chiens. Si vous le coincez contre un mur, il va vous mordre. Si vous me coincez contre un mur, je risque d'être réactif. Une phrase dans le gitan, c'est sa vie à lui et dans ses poings.
Oui, parce que c'est vous qui l'avez écrite, cette phrase. Oui, parce Est-ce que, je... c'est vous, ce gitan? Non, c'est un copain, il s'appelle Pierre-Frank Winterstein, c'était un super grand boxeur poids moyen dans les années 80, mais en réalité, il y a pas mal de gitans qui sont boxeurs, mais il aurait pu être joueur de guitare avec Chico, et il aurait pu être matador aussi, ou voleur de poules, ou forain, mais c'est pas grave, c'est un gitan. C'est un gitan. Comme vous parlez de boxeur, je pense aussi à Édith Piaf. Oui. Ça, c'est votre chanteuse préférée. Vous repreniez déjà de ses titres en 1974, alors que vous étiez minot. Oui, mais j'avais enregistré. Vous savez, je disais, j'ai l'avantage d'être producteur de ce que je fais. C'est-à-dire que quand je fais des choix, je peux me réussir, je peux rater, mais c'est moi qui paye. Je paye, je vais dans un studio, j'ai envie de faire des chansons de Piaf. J'ai fait un album de chansons de Piaf dont je suis, 50 ans après, toujours très fier, avec des chansons que j'adore chanter sur scène, oui. Il y a Piaf aussi et Ferrat. Jean Ferrat, oui, c'est une institution, c'est un personnage à part. Je pense d'ailleurs, je vais vous faire une confidence, puisque là, il ne faut pas le dire trop fort, mais je pense que dans les années qui viennent, je vais me faire un album rien que de chansons de Ferrat pour le plaisir. Ah, pour le plaisir de tout le monde. Pour tout le monde, je ne sais pas, mais pour mon plaisir à moi, je vous garantis tout de suite, oui. La montagne ? Il y a la montagne. Mais vous savez, je vais vous raconter une anecdote. J'ai chanté pendant des années une chanson qui marchait formidablement bien sur scène et qui avait bien marché en radio d'ailleurs, c'était Ma Môme. Ma Môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Et je trouvais ça très bien. Et puis un jour, je me suis rendu compte que j'avais quand même pris quelques années, et quand je chantais Ma Môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises, elle a 25 berges, j'en ai presque 75, ça se fait plus, je peux plus chanter ça, quoi. C'est du détournement de mineurs. Il faut changer les paroles? Non, pas du tout. Mais je vais l'enregistrer pour le plaisir, parce que la chanson en elle-même est formidable. Mais je ne l'ai plus mise au répertoire, parce que franchement, à chaque fois que je la chantais, je pensais à ça. Justement, ça tombe bien. Vous parlez un petit peu du temps qui passe. Voici mon deuxième mot. Forcément, c'est un mot que vous connaissez bien aussi. Vieux. Oui. Vieux. Mon vieux. Vieux, mon vous le prononcez très bien. Vieux. Écoutez, le temps qui passe est une chose contre laquelle on ne peut pas agir vraiment. Donc, le temps, il est là, il est pour tout le monde, il ne passe pas de la même manière. Certains sont en bonne santé, d'autres moins bien, d'autres sont heureux, d'autres sont malheureux. C'est le temps qui passe. Ça fait des millions d'années que c'est comme ça. Donc, moi, je l'ai installé dans ma tête. C'est le côté slave dont je vous parlais tout à l'heure. Je l'ai installé dans ma tête comme un peu les saisons avec les feuilles mortes, c'est tout. C'est comme ça. Les années passent, ça ne me perturbe pas plus. Oui, c'est ce qu'on voit. Mon vieux, revenons sur cette chanson. Sur cette chanson et ouais. Ce qu'elle raconte. Elle raconte quelque chose qui m'est totalement autobiographique. Une chanson que probablement j'aurais pu ne jamais chanter. Parce que si j'avais pas fait le ménage et le rangement dans la caisse, parce que chez moi j'ai toujours une mauvaise habitude, quand j'ai des trucs à trier que je verrai plus tard, je range dans des caisses, et donc dans une caisse il y avait plein de bobineaux, c'était des bandes magnétiques que les éditeurs envoyaient, et là-dedans il y avait plein de bobineaux de chansons de Jean Ferrat que Gérard Mess, l'éditeur, m'avait envoyé, et j'écoutais une chanson de pas terrible, et puis j'en écoute une, et il était avec sa guitare, son chien qu'aboyait, il faisait dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été. Il avait un côté un peu cubain dans sa façon de chanter. Et je ne savais pas d'ailleurs que cette chanson avait déjà été enregistrée sur les paroles de Michel Senlis 10 ans avant. Mais le début de la chanson m'a interpellé parce que je voulais faire une chanson sur mon père. Et effectivement, je me dis, je l'écoute jusqu'au bout. Mais en l'écoutant jusqu'au bout, il y avait plein de choses qui ne me convenaient pas, qui ne me touchaient pas, qui me gênaient même un peu. Le côté, je travaille au chemin de fer, très militant, enfin bon. Et puis, il y avait quelque chose, il y avait une vision très négative du père, qui était un peu comme s'il n'avait pas réussi sa vie, en fait. Il n'était pas si mal que ça, papa, enfin bon, mon vieux. Résultat, j'ai demandé à l'éditeur si je pouvais remanier, retoucher le texte. On m'a dit oui, je l'ai remanié, je l'ai retouché, je l'ai enregistré. J'ai fait 4 couplets, il y en avait 3, j'ai viré tout ce qui me gênait, j'ai remis des choses très personnelles et j'ai fait Mon vieux tel que c'est devenu, voilà. Un énorme succès. Mon vieux. Chanson préférée d'Alain Delon. Vous le savez peut-être. Oui, entre autres, oui. Mais je pense que c'est une chanson qui a eu des vagues, parce que elle a quand même été enregistrée, ça va faire 50 ans, en 73, et
je me suis rendu compte qu'au départ, c'était l'incommunicabilité entre le père et le fils. Le père qui a été... Vous savez, l'éducation de nos parents, ils ne nous prenaient pas dans les bras parce qu'on ne les avait pas pris dans les bras. Il y avait eu des guerres, il y avait eu des tas de trucs, et ils avaient d'autres choses à faire que d'être dans les bras, poupougner, cajoler, je t'aime et je te gratte les oreilles et tout va bien. Même si les parents nous aimaient sans le dire, c'était un stade. Un peu incommunicabilité. Et puis, le temps a passé, et aujourd'hui, le sens de cette chanson, il est plus devenu, comment dire, papa va s'en aller, il va mourir, il va disparaître, parce que c'est dans l'ordre des choses, parce que c'est comme ça. Et c'est ça qui fait encore plus de peine pour beaucoup de gens, oui. C'est sûr, vous, c'est une chanson que vous avez donc chantée 10 ans après la mort de votre père, Henri. Oui. Vous n'aviez que 15 ans à l'époque, c'était en 64 ? Oui, quand il est décédé, j'avais 15 ans, je ne me suis pas rendu compte des choses, parce qu'à 15 ans, on est un peu con et qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe, et que les choses ne sont pas essentielles. On est tellement immortel, comment voulez-vous que vos parents puissent vous donner des conseils et puis vous apprendre ce qu'il faut faire ou pas? Moi, je me rends compte avec mes enfants que je leur dis quelquefois, mais vous faites des conneries, je les ai faites avant vous, elles sont pires, allez pas plus loin. Ils les font quand même, c'est pas grave. Alors, le mot c'est vieux. Est-ce que devenir vieux, c'est devenir sage? Je crois pas, je connais des vieux cons. Non, je crois pas que la vieillesse soit synonyme de sagesse. Mais par contre, j'ai lu un jour dans un livre quelque chose, une phrase que j'ai fait mienne, qui est pardonner aux autres, c'est le début de la sagesse. Se pardonner à soi-même, c'est le début de la sérénité. Alors on peut commencer, sans être trop vieux, à faire ça. Pardonner aux autres, se pardonner à soi-même, et voir la vie comme elle est. Belle phrase. Pour devenir vieux, mieux vaut être deux? C'est pas mal. C'est pas mal si l'un des deux n'essaye. Vous savez, le problème d'être à deux et vieillir à deux, c'est pas quelque chose de simple. Parce qu'il y en a toujours un qui veut aider l'autre. Et c'est chiant quand il y en a un qui s'occupe trop de l'autre. Parce qu'on a envie de s'aider mutuellement, on a envie d'être partenaires mutuellement, mais on fait à peu près toutes les conneries qu'il faut pour que ça soit plus compliqué. Oui. Là, c'est un clin d'œil à votre épouse. Oui, mais ces temps-ci, par exemple, j'ai pas fait... Oui, Christine. Mais par exemple, ces temps-ci, j'ai pas fait attention et j'ai chopé la grippe, quoi. Et si elle n'avait pas été là, je serais en très mauvais état. Je serais peut-être pas avec vous aujourd'hui. Pas exagéré. Fallait peut-être écouter. Ah non, mais elle a très bien géré. Elle a été très bien. Alors, l'histoire avec Christine est incroyable, puisque vous avez été mariés 3 fois avec Christine. Non, 2 fois. Enfin, la troisième, elle est en projet, mais en ce moment, il faut... Expliquez-nous. C'est-à-dire, on s'est mariés une fois. Sympa, on a invité la famille, on a invité tout plein de gens qui étaient là. 91, c'est ça? Ouais, on a fait les choses bien comme il faut. Et comme le chiffre préféré de Christine, c'est le 11, 11 ans plus tard, on s'est refait un mariage. D'abord parce qu'au premier mariage, il n'y avait que Gabriel qui était là, qui était petit. Joël, l'avant-dernier, n'était pas là. Et Raphaël était à peine en projet. Donc, on s'est dit, 11 ans plus tard, on recommence. Donc, comme 2002. Ça. Voilà, on se remarie pour la forme avec notre copain, le maire de Valras, avec un copain curé qui était venu faire la bénédiction. Et on avait la chance, les grands-parents à Christine, je crois, avaient 75 ans de mariage. Donc on a refait la cérémonie sympa, mais là pour les potes. Et il n'y avait vraiment que des copains qui étaient là. Et on a vraiment fait une très très belle fête, un beau mariage. Et le Raphaël, qui était tout petit, bon... Il n'a pas participé à fond, mais les 2 premiers garçons ont fini tous les verres de champagne, ça je vous le garantis, donc ça a bien fonctionné. Et on s'est dit, le 3e mariage, on avait prévu de le faire là où on s'est rencontrés, c'est-à-dire à Pékin. Mais on va peut-être attendre un peu. C'était sur un vol Karachi-Pékin, c'est ça? C'est ça, on s'est rencontrés était hôtesse de l'air. À Pékin. Elle était hôtesse de l'air sur les vols internationaux. Et puis, on s'est dit, voilà, on fera ça à Pékin. En ce moment, c'est un peu tendu. Mais on le refera, hein, c'est pas un problème. C'est pas un peu tendu entre vous? Ah, pas entre nous, non, mais bon... Donc pas de date précise? C'est en ce moment, Xi Jinping, tout ça, on fera Pékin, ça tranquillement. Oui. Mais on a des tas de copains chinois qui nous arrangeaient tous les coups. On aurait pu le faire 2 fois, mais une fois, on avait des problèmes économiques qui nous permettaient pas trop de faire ce genre de rigolade. Et la 2e fois, c'est les petites tensions internationales, on attend un peu.
On attend un peu. Mais ça fait rien, l'amour est toujours là. Je vais vous mettre un petit peu de violon. Oui, l'amour est toujours là. Allez, troisième mot, Daniel Guichard. Enfin, c'est plutôt une syllabe. C'est la première fois que je propose une syllabe, mais elle va vous parler. C'est la syllabe L. E-L. Elle. Elle, c'est Dieu en hébreu. Oui. Et vous savez pourquoi je dis ça? Tous les prénoms de vos 7 enfants finissent par la syllabe L. Oui. Comme le vôtre, Daniel, le prophète, Dieu est mon juge. Oui, oui. Vous avez 4 filles et 3 garçons. Mais je vais vous dire, est-ce que c'est un côté divin de ma part d'avoir fait en sorte que tous mes enfants aient un prénom en L? C'est la question. Peut-être. Non, mais ça aurait pu être. J'avoue que je n'ai pas fait l'approchement comme ça. Je l'ai fait sur une communauté humaine, dans la mesure où j'ai été marié 3 fois. Et tous mes enfants, les 3 premiers, c'était Guénaël, Armel, Anaël. Plutôt breton. Hein, ça avait une consonance celtique bretonne, oui. Anaël, c'est un mix entre le breton et l'hébreu. Oui, il y a un petit peu des deux. Un peu des deux. Et après, il y a eu une fille qui est venue, et la première question des 2 premières filles d'Armel et Guénaël, c'est: est-ce qu'elle a un prénom en elle comme vous? Parce qu'elle aurait pu s'appeler, je ne sais pas, Vanessa, Françoise, enfin bon. Et j'ai dit oui, elle s'appelle Emmanuel. Alors, soulagement. Pas n'importe lequel, Dieu parmi nous. Eh bien, vous voyez, on est carrément dans des consonances et des interprétations bibliques. Et les 3 garçons qui ont suivi, c'était une évidence qu'ils aient dans la même connotation. Et en plus, il y a Alors, on va les redonner. Gabriel, force de Dieu, Joël, Archange, Raphaël, Dieu guérit, et Joël, Dieu et Dieu. Joël, c'est Dieu et Dieu. Dieu et Dieu. Soyez gentils, ne lui dites pas trop ça. Ah. Parce que déjà, il n'est pas simple, le garçon. Il travaille avec moi depuis des années. Mais alors, Dieu et Dieu, je peux vous garantir qu'il va falloir lui parler sur un certain ton dès que l'émission va être terminée. Voilà. Mais en fait, les 3 garçons, dans l'ordre, c'est Gabriel, Joël et Raphaël. Et eux, ils sont tout à fait dans l'ordre des choses. Et justement, ce rapport avec Dieu, puisque c'est un peu inconsciemment que vous avez mis ce « L » à la fin des prénoms de vos enfants. J'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Vous savez, il n'y a jamais rien par hasard. Moi, je mets une consonance bretonne sur ma première fille, Guénaël, et puis je garde la consonance pour la deuxième, Armel, puis un prénom qui est une espèce de composition, Anaël, assez très particulière. Et puis c'est resté parce que je voulais qu'il y ait une vraie union entre mes enfants. Et il y a une véritable union. Ils ne vous diront pas, on est demi-frères, demi-sœurs. Ils sont frères et sœurs, point à la ligne. Alors, est-ce que Dieu est derrière tout ça? Peut-être, allez savoir. Il est déjà derrière tellement de choses. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non, pas à la façon dont on pourrait le croire. J'ai une forme d'agnostisme, je crois qu'il y a énormément de choses et que je crois que toutes les lumières que les gens peuvent trouver en croyant, sincèrement, je dis bien sincèrement à quelque chose, parce que croire en Dieu quelques secondes avant de mourir et ne jamais l'avoir respecté ou cru, c'est un peu une hypocrisie. Non, mais avoir une foi réelle, c'est bien, c'est la lumière intérieure qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut quand même se dire que quoi qu'il se passe, quoi qu'on vive, il est toujours indispensable d'avoir au moins quelque chose de personnel qui vous protège intérieurement. Oui. Comme on parle de Dieu, on va reparler de cette chanson que vous citiez au départ. Ce n'est pas à Dieu que j'en veux. Je continue les paroles. Mais à ceux qui m'en ont parlé, je l'ai cherché dans leurs yeux, mais je ne l'ai pas trouvé. Oui. C'est peut-être pour ça que j'ai pas la même vision de Dieu qu'on pourrait penser. C'est qui Dieu pour vous? C'est tout. Tout le monde? Je ne pense pas que tout le monde soit Dieu. Je pense que tout est Dieu si on croit en Dieu. Si on ne croit pas, c'est pas grave. Il y a des énergies, il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui nous protègent peut-être. Donc on peut essayer de sentir des choses qui vous permettent de passer des caps difficiles. Mais si vous croyez en Dieu, Dieu est partout. Il est en tout. Vous savez, j'ai eu la chance de faire quelques petites choses avec l'abbé Pierre et il illuminait tellement les choses que vous ne posiez pas la question est-ce que Dieu existe ou pas. Une évidence.
C'est une évidence. Et c'est une évidence respectueuse pour moi, pour ceux qui croient. Mais ceux qui ont une vraie foi sincère, qui ne sont pas croyants parce qu'il faut faire semblant ou parce qu'on a peur. On ne croit pas en Dieu parce qu'on a peur de la vie ou de la mort. On croit en Dieu parce qu'on croit en Dieu, c'est tout. Dieu est là, il est bien, il n'est pas bien. Vous n'avez pas porté de jugement, commencé à lui reprocher des trucs. Mais les gens qui m'ont parlé de Dieu quand j'étais gosse ont fait ce qu'il fallait pour que j'y croie pas. À leur façon. Vous avez été traumatisé? Non, déçu. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir... J'allais au catéchisme et on n'avait pas d'argent déjà pour faire ça. Mais il y avait une communion avant qui était la communion privée. Enfin, je ne sais plus quelle était la terminologie, c'était il y a tellement longtemps. Et comme mon parrain n'était pas là, mais vraiment, j'étais le dernier et on m'avait mis vraiment le dernier. Vous savez, je ne sais plus comment on appelle cette cérémonie... cette première communion. La première communion, peut-être, oui. Je ne sais plus si ça existe, peut-être plus, mais bon, de toute façon... Profession de foi et confirmation, aujourd'hui. C'était peut-être ça, bon, peut-être ça. Et j'étais, derrière, et ça m'avait un peu choqué, touché, parce que mon parrain n'était pas là, et les parrains des autres étaient là. Et puis, l'histoire de la communion solennelle, on ne l'a pas faite parce qu'on n'avait pas les moyens. Il fallait prendre le costume. Je sais, je vais vous dire un magasin qui n'existe plus, il s'appelait Sigrand, boulevard Sébastopol, à côté de chez nous. Il y avait des très beaux costumes. Les filles, elles avaient des jolies petites robes de mariée. Elles étaient superbes. Et les garçons, ils avaient des beaux costumes gris avec des brassards. On n'avait pas les moyens d'acheter ça. Donc, c'est pas que ça m'ait traumatisé, mais on a aussi été un peu mis à l'écart parce que le faire en aube, à l'époque, je crois qu'aujourd'hui, il y a une espèce de fusion qui se fait et que c'est moins important. À l'époque, c'était très important d'avoir de très beaux costumes et d'être devant. Ouais. Donc la religion a été un peu synonyme de trahison à l'époque pour vous. Non, pas avec de trahison. Ce parrain qui n'était non, pas là. Le terme est excessif, si vous voulez. Non, c'est pas la trahison. C'est simplement une vision et une interprétation de la foi qui n'était pas très, très sympathique. Mais j'ai servi la messe. Hein. J'ai passé la petite caisse pour mettre un peu de sous et tout ça. Je voyais les gens radins et tout. Bon, bref. Ceux qui parlaient le plus de Dieu, qui nous faisaient des leçons de morale et qui donnaient le moins. Et qui donnaient rien, quasiment. Donc, voilà. Ah là là. Déjà tout petit, j'étais pas dupe. Je crois que la sincérité des sentiments et la sincérité des choses prime sur tout le reste. Je vous propose le dernier mot, le quatrième et dernier mot, c'est le mot espérance. Est-ce que vous êtes plutôt espoir ou espérance? Un peu des deux. Si on pouvait faire une composition d'espoir et espérance, je vous dirais ce serait quelque chose qui correspond à tout. Parce que l'espérance, si vous n'avez plus d'espérance dans les jours qui viennent, dans les changements humains, oh là là, on devient des légumes. Hein. Et l'espoir, en avoir un peu, c'est pas mal. En avoir de trop, vous êtes souvent déçu. Donc il faut en avoir raisonnablement. Vous avez souvent été déçu? Oh oui, comme tout le monde. Des déceptions, j'en ai eu beaucoup, mais beaucoup de déceptions causées par moi-même, parce que s'il y a un responsable dans tout ce qui a pu m'arriver, c'est moi. Même si c'est indirect, même si c'est à un tout petit degré. Quand j'ai eu des catastrophes qui me sont tombées dessus, elles ne me sont pas tombées dessus par hasard. C'est que j'avais fréquenté la personne qu'il ne fallait pas, ou j'avais fait confiance à la personne qu'il ne fallait pas, ou que j'avais pris une décision qui n'était pas la bonne. Mais en réalité, les déceptions, ouais, j'en ai eu plein. Et les espérances, j'en ai eu pas mal. Ouais, j'en ai eu pas mal, mais beaucoup se sont réalisés, d'autres non. C'est pas grave. Lesquelles ne se sont pas réalisées? Celles-là, je ne vous les raconterai pas. Ah. Il y a des choses qui sont très personnelles, Bien parce qu'on sûr. a des espérances qui sont des mélanges de vie, des mélanges de réussite. Non, parce que ce n'est pas très important. Ce qui ne se réalise pas, c'est secondaire. Il y a des choses qu'on peut réaliser, qu'on réussit, juste pour le plaisir, et c'est super. Est-ce que l'espérance résonne aussi avec l'au-delà? Oui, certainement. La finitude? Certainement. Ouais. Je pense que les siècles ont passé, les modifications d'interprétation sur l'après-vie ont
se sont faites, elles se sont affinées, elles se sont fermées. Oui, je pense qu'il y a des choses après. Sous quelle forme? Est-ce que c'est de la simple énergie? Est-ce que c'est de la communication d'esprit? Est-ce que ce sont des choses à ce moment-là? Si Dieu existe, eh ben, il y a probablement tout un tas de choses qui viendront. Il faut l'espérer. Non, je ne sais pas. L'après-vie, elle doit être quelque chose d'intéressant, oui. Si j'y vais, je reviendrai, je vous raconterai. Mais pour l'instant, je ne suis pas très pressé. Personne. Tiens, je vais m'incarner en Bernard Pivot. Si Dieu existe, justement, Oui. ici il existe évidemment, qu'aimeriez-vous entendre vous dire? Si c'est à moi de lui dire des choses, je ne crois pas que je sois en mesure, vu le boulot qu'il a à faire depuis des milliers et des milliers d'années, je ne crois pas que ce soit à moi de lui faire des récriminations ou lui donner des conseils. Je pense qu'il est assez grand pour faire ce qu'il peut, et avec des individus de tout gabarit que nous sommes sur cette terre, pour essayer de faire en sorte que ça ne soit pas trop pourri. Bon, ça, je m'abstiendrai de faire des conseils à Dieu. Et s'il avait quelque chose à me dire, j'irais presque vous dire, est-ce qu'il pourrait me donner un endroit très calme où je serais le plus heureux du monde? C'est joli. Est-ce que vous avez une pratique spirituelle ou des petits rituels ou... Il n'y a pas de foi précise chez vous? Non, comment dire? Il y a des petites choses que je fais. Par exemple, je me balade toujours dans mon camping-car avec des Bouddhas. Mais des Bouddhas qui sont rigolards. Ils ont la grosse banane, ils rigolent parce qu'ils me remettent d'équerre par rapport à tout ce qui peut tomber sur moi, c'est-à-dire des choses désagréables, les comportements un peu débiles des gens avec qui on est amené à travailler. Et quand je vois la tronche des Bouddhas rigolards, ça désamorce un petit peu les choses. Et quand on est à la maison, chez nous, avec Christine, on met tous les jours des bougies devant la photo de mon père, la photo de mon beau-père, Guy, devant les mamies, tous les jours, des petites bougies comme ça. C'est juste pour une petite pensée qui va vers le ciel et qui va vers eux. Parce que c'est une espèce de rituel qu'on a et qu'on fait. Est-ce que c'est Dieu? Peut-être, peut-être pas. De toute façon, on ne doit pas en être très loin. Hein. C'est pas parce que tel qu'il est présenté, il ne me correspond pas qu'on en est très loin. Oui, vous pensez, vous chérissez vos morts. Non, on y pense. On ne chérit pas nos morts, parce que malheureusement, là où ils sont, on ne peut pas faire grand-chose. Ils ont fait leur chemin à nos côtés, on a fait notre chemin à leur côté. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour qu'on soit à peu près carré, pour que ça fonctionne. Bon, c'est pas plus mal d'avoir une petite pensée tous les jours, quoi. Petite pensée, une petite bougie. Oh, plusieurs fois par jour, hein. Plusieurs fois Des par fois, jour. je parle à mon père et je lui dis, tiens, j'ai oublié de l'allumer. Bon, elle s'est éteinte, j'en aurai allumé autre. C'est pas grave. Vous lui parlez Ah ouais, régulièrement? souvent, oui. Souvent, j'ai une amie qui écrit des livres et qui a des correspondances avec les défunts et qui a plutôt une très bonne réputation là-dessus, et qui m'a dit un jour, vous êtes protégé. Je dis, ah. Si c'est par mon père, non, c'est un homme qui est beaucoup plus grand, ah bon, qui s'occupait d'animaux et les animaux noirs. Donc le père de ma mère était un paysan guérisseur et il avait que des animaux noirs, il s'occupait des animaux, il guérissait un peu les êtres humains, mais c'était surtout les animaux. Donc elle me dit, il est toujours là à côté de vous. Ben, je me suis dit, bon, alors c'est papa ou c'est grand-père, peu importe, je ne l'ai jamais connu, mon grand-père, mais je me dis que c'est une forme aussi de spiritualité même. Vous la sentez, cette protection? Ah, permanente, oui. Permanente? Parce qu'il y a longtemps que je devrais être mort, oui. Et ça m'empêche de temps en temps de faire trop de conneries quand même. Parce que j'ai une certaine propension à partir en vrille. C'est une présence qui vous conseille aussi, qui vous aiguille? Non, je crois pas. Aucune présence. Je parle avec mon père parce que des fois, il faut bien que je discute avec quelqu'un. Donc, parce que quand je discute avec moi, je me dispute. Mais je m'engueule un peu de temps en temps. Avec mon père, jamais. Mais non, si vous voulez, ça fonctionne intellectuellement. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est là, autour de moi. Vrai ou faux, c'est pas important. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas ça qui est important. Est-ce que vous discutez avec votre maman? Très peu. Très peu.
C'est curieux. Le jour où ma maman est décédée, je pense qu'elle est partie loin très vite. Et je la sens pas très bien. Je la sens pas près de moi. Mais je pense que là où elle devait aller, elle était attendue. Votre maman qui s'appelle Elvira. Elvira. Hein. Mm. Merci beaucoup pour C'est un ce plaisir. partage, Daniel Guichard. Daniel le prophète. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Oh, il y en a encore beaucoup d'autres. Alors, allez-y. Non, je reviens auprès de vous Bon, à tout de suite. pour la fin de l'émission. À tout de suite. Daniel, je suis de nouveau Oui, de retour en face de vous. oui. Oui, je disais, j'avais plein de questions, mais on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Oh, bah alors, on va essayer de pas trop On va faire s'étaler. court. Je vais essayer de faire court, oui. Non, non, mais on a découvert un autre, enfin j'ai découvert, mais peut-être d'autres aussi, un autre Daniel Guichard. C'est le même, hein. C'est le même, mais c'est une facette qu'on connaissait moins, je crois. Parce qu'elle n'avait pas à être connue, pas parce que je la cachais, mais parce que, vous savez, dans les délais qui sont impartis quand on parle d'un disque, d'une Bien sûr. chanson, d'un spectacle, le minutage est tellement serré, vous ne pouvez pas aller aux choses profondes ou aux choses premières de votre existence. Vous allez dans le superficiel et dans ce qui est apparemment l'essentiel de l'instant. Bon, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. On avait plus de temps. Quelle profondeur. Je ne savais pas. Mais je suis comme ça, j'ai Oui, toujours oui. été comme ça. Oui, on a vraiment découvert beaucoup de choses. Et puis ce rapport que vous avez aux ancêtres, aux anciens. Enfin, C'est important, c'est essentiel. C'est essentiel parce que je me rends compte à quel point j'ai peu de contact humain avec mes ancêtres. Mon épouse a la chance, mon beau-père est parti, mais d'avoir eu une famille, des parents, des grands-parents, des cousins. Vous avez des espèces de lignées, vous savez que vous existez par rapport à un ensemble humain. Moi, j'ai pas ça. J'ai ma mère qui est arrivée de Pologne, qui a été déportée, et mon père qui est né, sa mère est morte quelques jours après sa naissance, qui a été élevé par ses grands-parents, et il est né en 18. Les grands-parents, je ne sais pas ce que c'est. Des oncles, je ne sais pas ce que c'est. Des cousins, je ne sais pas ce que c'est. Donc, des cousins, il y en a plein qui vont, mais ce n'est pas des cousins directs. Et Pas de frères et sœurs? Pardon? Frères et sœurs? J'ai un frère et une sœur. Vous avez un frère et ma une sœur est sœur. décédée, mais Ouais. j'ai un frère. Ouais. Mais en famille, j'ai pas. Donc, j'ai pas cette notion de la famille. Je n'ai pas cherché à en recréer une autre. Mais petit à petit, par mes lectures, par mes réflexions, je me suis dit qu'il existait toujours des choses un peu spirituellement qui sont là. Donc, voilà. Et vous avez créé aussi une grande famille. C'est pas mal, oui, de ce côté-là. Oui. Oui. 7 enfants, Oui, quand même. ça va. C'est un beau chiffre. C'est pas mal. On 7. peut l'interpréter de plein de façons, mais il n'est pas toujours bénéfique, mais en principe, il est bénéfique, oui. Vous croyez à des chiffres bénéfiques? Non. Ça, c'est pas... J'y ai cru une seule fois, mais une seule fois. Je vais vous faire une confidence, c'était en 77. 77. Je me suis dit, de 7, c'est une des pires années de ma Ah. vie. J'ai eu un accident d'avion dans le désert, Ouais. j'ai divorcé, j'ai eu plein de choses. Et stop, les chiffres, je ne veux même plus en entendre parler. Pas de numérologie avec vous, ça Ah non, tombe non, bien. c'est Nous pas sommes là. sur Vous pouvez- KTO. Non, vous pouvez faire si ça vous amuse, mais Non. j'irai pas à l'encontre de ce que vous allez me dire, mais c'est pas mon truc. Sinon, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Vous disiez qu'on avait le temps, mais ça vous a plu? C'était intéressant, enrichissant, humainement reposant. Avoir le temps de parler des choses, ne pas se poser d'interdits, pouvoir parler de choses qui sont très compliquées en réalité et très simples, et d'accepter que je puisse les exprimer comme ça fait du bien. C'est reposant. Reposant. Ah oui, très. Il y a un mot qui vous a particulièrement touché ou marqué? Il y a une question qui est venue, c'est le question. L. Là, je vais commencer à approfondir la chose. Ah. Je vous dis, il n'y a jamais rien par hasard. Ben non. Ben Donc, non. si mes enfants ont des prénoms en L, il y a peut-être un sens. Vous n'allez pas me faire convaincre de faire machine arrière sur des convictions, sur des fois que j'avais ou pas. Non, je me dis c'est bien. Voilà, j'ai voulu une fusion de mes enfants pour qu'ils soient frères et sœurs. On l'a réussi. Elle est liée par elle. Et vous m'avez donné le sens de tous les prénoms. Elle. Et Joël, ça va être sympa. Tout à l'heure, quand on va Ah oui. sortir, quand Dieu on et va Dieu. sortir du studio, ça va être sympa. Oui. Elle, Dieu en hébreu, effectivement. C'est bien. Comme Emmanuel, Daniel, Oui. etc.
Merci infiniment, C'est un Daniel vrai Guichard. plaisir. Je rappelle, bien sûr, votre dernière chanson. On attend vivement l'album avec mais ça cette chanson viendra, et les autres. Ça arrivera Un matin sur la Terre. Et bien sûr, la tournée, parce que là Elle aussi, est on vous essentielle. attend. Mais elle est essentielle parce que j'espère que ce qu'on s'est dit a débloqué l'esprit de beaucoup de gens qui sont déjà venus me voir, mais Oui. qui sont un peu à la maison en disant on ne sait pas, on verra la prochaine fois. Parce qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Non. Vous savez, c'est une espèce d'analyse que l'on est tous en train de faire, les artistes, que ce soit le théâtre, le cinéma, le reste, c'est sortez de chez vous. Sortez de chez vous parce que si vous ne sortez pas maintenant, bientôt vous resterez chez vous. Il y aura Netflix, il y aura le reste, Oui, c'est déjà mais le cas. tout ce Ouais. qui Non, il faut existe, sortir. c'est-à-dire les artistes, les pièces de théâtre, les films, Les gens ressortent là quand même. Hein. un On peu, sent. mais c'est pas suffisant. Vous savez, oui. le spectacle, il faut savoir qu'une mise en route d'une tournée, par exemple, ça coûte une fortune. On l'a reporté 2 fois, et si vous ne vous faites pas ce qu'il faut, il y a un moment où on se dit, bah, attendez, Donc faites ce qu'il faut. Sortez de la maison. Vous Sortez de la entendez, maison. sortez de la maison. Si c'était à refaire, c'est le nom de la tournée. 2023, un peu partout. Allez voir sur Internet. Toutes Ah les ouais, dates y toutes les sont. villes. Orléans-Bourges et surtout pour les Parisiens ou d'autres, le Au Grand Rex, Rex, ouais. le 8 janvier. toutes les Notez dates la sont sur le date. site internet guichard.com. Guichard.com, tout est dit. Merci beaucoup Daniel Plaisir, Guichard. plaisir. Merci à vous. Merci. Comme d'habitude, vous pouvez revoir l'émission sur ktotv.com. À la semaine prochaine.